Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, votre rendez-vous 100% Stade Brestois chaque lundi sur TBO, TB Sud en partenariat avec le Télégramme, avec un plateau de choix pour ce dernier rendez-vous de l'année. Adrian Prigent, journaliste au Télégramme. Salut Adrian. Salut Ludo, salut à tous. Face à lui, supporter du FC Nantes et journaliste au Télégramme, Maël Moisan. C'est Maël. Salut à tous, salut Ludo, et fier de l'être, encore aujourd'hui. On était obligé de la faire. Ouais. Et puis notre abonné de la semaine nous arrive de Saint-Ronan, tout jeune, retraité et grand fan du Stade Brestois, Yves Lucas. Salut Yves. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Sois le bienvenu. Alors, dernière émission de l'année, je le disais, on reviendra dans un instant sur le bilan de 2024 qui a vu le Stade Brestois terminer 3e de Ligue 1 avant de découvrir la Ligue des Champions et d'y briller. Mais avant cela, le sujet brûlant du moment est celui qui concerne justement la Ligue des Champions après sa victoire de mardi dernier face au PSV Eindhoven qui assure à minima au Stade Brestois de disputer un 16e de finale aller-retour au mois de février prochain. Voilà que revient sur la table la question du stade dans lequel jouer ce match de barrage. Alors, Stade de France ou Roudourou, Maël, Adrian, peut-être commencer par rappeler les raisons de ce débat. Les raisons, c'est que Brest a 99,999% de chances de jouer les barrages. Alors, ils peuvent encore aller accrocher un top 8, ce qui les ferait passer un tour de plus. Mais normalement, ils vont aller en barrage avec les points qu'ils ont aujourd'hui et le très beau parcours qu'ils ont fait. Et qui dit jouer un barrage, se poser la question, c'est un 16e de finale. Ils font le plein à chaque fois au Roudourou. Est-ce que c'est bien de rester au Roudourou ou d'aller voir plus grand? Et plus grand, ça pourrait être le Stade de France. C'est une question que se posent les dirigeants, les frères Le Saint notamment. C'est ça, parce qu'en fait, il y aurait quelques travaux à prévoir au Roudourou si en cas de barrage et même de 8e de finale. Mais oui, en gros, il y a un débat en interne, donc les frères Le Saint l'ont exprimé, en tout cas, cette volonté, cette idée d'aller au Stade de France pour voilà, faire une grande fête à Paris, ou tout bonnement, non, il y a d'autres idées, l'autre idée, c'est rester au Roudourou et continuer cette aventure européenne à Guingamp. Il y a deux courants en interne. On sait que le club a déjà contacté le Stade de France. Le club a déjà contacté le Stade de France, donc ça c'est une info de l'équipe, on va la rendre, ils ont sorti cette info-là, mais nous on le sait, on s'est fait confirmer aussi que depuis un moment ils veulent le Stade de France et ils envisagent ça en cas de qualif. Et notamment les frères Le Saint, c'est clairement eux qui ont cette idée-là. Mais il y a deux courants en interne qui fait qu'il y a aussi des gens qui préfèrent rester au Roudourou, ils ont trouvé une ambiance. Donc tout le débat est autour de ça et on va en parler. Il y a aussi... Au-delà du débat en interne, il y a le débat en externe aussi. Il y a un petit point de règlement, c'est-à-dire que si Brest choisit que ce soit le Roudourou ou le Stade de France, il faut que ces deux stades soient disponibles jusqu'à la finale. Donc c'est-à-dire que voilà, ce ne sera pas que pour le 8e, mais que pour le barrage. Ils ne pourront pas changer le stade juste en finale, en finale, ils ne joueront plus. Ils joueront à Munich, Alors, ça c'est sûr. Selon vous, tiens Yves, quels sont les arguments en faveur du Stade de France? Moi, je préférerais personnellement que ça reste au Roudourou. Pour l'ambiance, ça fait plus club pour Brest, c'est plus notre ambiance que Stade de France qui est très froid. Alors, ça, les arguments en faveur quand même. En faveur, moi je trouve que l'argument du Stade de France qui est froid, pour avoir suivi un peu l'équipe de France, c'était le cas pendant longtemps, mais ça a changé après la Coupe du Monde 2018. Ce stade, il est devenu beaucoup plus, il y a une ferveur, il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a un groupe de supporters derrière, et notamment je pense aux supporters bastois, ça peut prendre dans ce stade-là. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez des finales de Coupe de France 100% bretonne, moi j'y étais pas, mais j'ai entendu parler des finales Guingamp-Rennes, où il y avait une ambiance folle, une ambiance très bretonne, il se passait quelque chose dans le stade. Donc le stade, en fait, l'ambiance, c'est un faux argument pour moi, c'est l'ambiance que le club est capable et que les supporters sont capables de mettre à l'intérieur. Pour moi, le côté froid, et à 80 000, attention quoi. Adrien, oui. Alors oui, donc moi je suis plus, on va dire. De toute façon, t'es contre Maël. Je suis contre Maël globalement. Non, moi je pense que à la différence d'une finale de Coupe de France, un match de Ligue des Champions se déroule en semaine. Donc déjà, il faudra amener 80 000 supporters brestois au Stade de France. Et puis en Coupe de France, c'est-à-dire qu'il y avait 40 000 Rennais et 40 000 Guingampais. Ça divise par. Il y a beaucoup de Bretons de Paris aussi. Il y a beaucoup de Bretons de Paris. Enfin, vraiment, parce que moi, pour le coup, j'avais des potes qui étaient au match. Ils habitent Paris et ils y étaient aussi parce que c'était la ferveur bretonne, quoi. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais en semaine, ça change un peu tout. Et puis moi, je trouve qu'à Guingamp, Brest multiplie les exploits. Deux victoires, un nul contre le Bayer Leverkusen. Cette victoire, moi, je pense que face au PSV, alors évidemment, ce sont les joueurs, c'est ce qu'ils ont montré, mais je pense qu'il y a la ferveur aussi. Je pense que cette victoire au Stade de France, je suis pas sûr que Brest y parvienne. Et puis, ils ont leur repère désormais, ils ont recréé une ambiance. Il se passe quelque chose, en fait, à Roudourou, et même si c'était chez le rival, etc., on pouvait croire l'inverse, mais... La question, elle a été posée aux internautes du Télégramme d'ailleurs, avec près de 300 votants. Ils sont 70% à préférer voir jouer leur équipe au Roudourou plutôt que d'aller au Stade de France. Ça, c'est ce que tu penses aussi, Yves. Oui, tout à fait. Tu étais sur place juste au coup d'envoi, parce que avec les bouchons et tout ce qu'il y a eu, on est arrivé pile au coup d'envoi.
Donc on entendait la musique de la Ligue des Champions à l'extérieur. C'était un peu tendu. Comme il n'y aura jamais de retard avec les trains, à Paris, tu seras à l'heure. Pour le Stade de France, c'est bon. J'irai en voiture. Il y a le nom du Roazhon Park qui revient régulièrement, là aussi. Est-ce que c'est une solution intermédiaire qui peut être envisagée ou, comme le disait Adrian, finalement, avec la perspective de devoir trouver un stade pour de futures échéances? Visiblement, c'est pas a priori, d'après les infos que vous avez eues, c'est vraiment une option, c'est plus qu'un plan C. 0,1% sur Rennes, parce qu'il faudrait des travaux aussi à Rennes, que ce soit en tribune presse, parking, régie, donc en fait, il y aura la même problématique à Rennes. Donc non, c'est vraiment, il y a deux choix là. Et pour autant, tu as posé les choses en fait. C'est qu'il faudrait un stade de 40 000 places en fait. Pour résumer, il faudrait un stade de 40 000 places. Moi, je pense que c'est ça le principal problème du Roudourou aujourd'hui, même si le Stade brestois y a mis son ambiance, les supporters aussi se sont acclimatés à ce stade, ils se sont appropriés, ouais, exactement. Je pense qu'à côté de ça, 18 000 sur un barrage, et même si l'affiche, parce qu'ils sont obligés de déposer le stade avant, mais même si l'affiche, c'est pas une affiche grandiose au final. On est plutôt à 15 000, hein, je crois. C'est ça, avec les hospitalités et tout. Donc 15 000, vous imaginez le nombre de supporters qui voudront aller voir un 16e de finale, supporters brestois qui voudront aller voir un 16e de finale du Stade brestois, combien vont être déçus en fait derrière. C'est ça l'idée des Le Saint derrière, des frères Le Saint, c'est ça, c'est de vraiment avoir un maximum de monde. Alors peut-être qu'ils auront que 25 000, 30 000, 35 000, j'en sais rien. Mais derrière, vous inquiétez pas pour eux, ils ont des idées pour essayer de remplir au maximum. Ça, ils savent faire. Sur la côté déception, je veux dire, il y aura des supporters qui peuvent être déçus et pas se présenter à Paris, pas se déplacer à Paris en mercredi. Donc il y a aussi des déçus des deux côtés. Et justement, tiens, hier, face à Nantes, on va le voir, les Celtics Ultra, ils sont allés de leur petite banderole. Le Stade de France, on n'en veut pas, slogan repris en chœur par l'ensemble de la tribune RDK. Est-ce que ça marquerait une fracture entre le club et les groupes de supporters d'aller au Stade de France? Moi, je pense pas, parce que là, pareil, je pense qu'il y aura une discussion. Là, déjà, il y a du débat en interne, déjà pour commencer. Il y a débat, alors il n'y a pas d'engueulade, mais il y a débat en interne. Je suis sûr qu'au niveau de la direction, ils prendraient contact avec les supporters pour échanger avec eux aussi. Et puis, moi, j'étais pas au stade hier, mais a priori, ça n'a pas été repris par tout le stade non plus. C'est toute la tribune RDK qui a eu ce message-là. Et encore une fois, ça s'entend. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur du Stade de France. C'est juste par rapport à l'événement. Brest va peut-être se jouer qu'une seule fois dans toute son histoire, la Ligue des Champions. De faire un événement de ce 16e de finale, comme ils ont fait des événements de la Ligue des Champions, mais au Roudourou. Moi, je comprends l'idée. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parle Stade de France. Moi, je pense qu'en fait, en choisissant le Stade de France, on oublie un peu le côté sportif. Parce que Brest, on ne s'attendait pas qu'il soit au barrage, on ne s'attendait pas au top 8. Et je pense qu'à Guingamp, ils ont plus de chances de poursuivre cette aventure européenne. Alors qu'au Stade de France, ce serait plus l'événement, le coup de com'. Mais pourquoi le terrain, il s'approprierait le terrain aussi? Moi, je vois, là, pour moi, pareil, cet argument-là, sportivement, on n'en sait rien. Ils n'ont jamais joué au Stade de France. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas joué un match comme ça. Enfin, pour moi, ça changerait. Sportivement, en tout cas, je vois pas de problème à ça. Quoi. On ne sait pas ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd. C'est toujours la même. Alors, en réaction justement à cette banderole déployée hier, la question a été posée au capitaine Brendan Chardonnay. Écoutez sa réponse. Oui, alors c'est compliqué parce que nous on n'a vraiment aucune info. Nous on sait rien, on ne sait pas ce que c'est les règlements UEFA, tout ça. Nous après, comme on l'a dit, on se sent bien à Guingamp. On a nos repères, on a nos marques, les supporters ont leur marque aussi. On arrive à retranscrire l'ambiance de Le Blé là-bas. Les supporters peuvent se déplacer assez facilement. Nos familles et nos amis aussi. Donc non, c'est sûr que s'il y a un choix, on aimerait rester à Guingamp. Après, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, ça je sais pas. Brendan Chardonnay, capitaine, c'est l'écho du vestiaire, il prend position. Est-ce que ça peut peser aussi là dans le choix? Écoutez, moi je pense que vraiment ça peut peser. Ce qu'on fait, la banderole des ultras, ça peut peser aussi. En fait, c'est plein d'arguments et plein d'arguments qui vont être mis. Il y a une colonne plus, il y a une colonne moins en fait. Je pense qu'ils vont faire ça aussi. Mais je reste vraiment sur l'idée que 15 000 supporters sur un rendez-vous comme ça, tu passes un peu à côté du truc. Quand même. Question peut-être Yves, est-ce qu'en fonction de l'adversaire, est-ce qu'on peut aussi attendre la 8e et dernière journée de la phase de Ligue? J'ai n'importe quoi. Si c'est, alors je connais pas le classement par cœur, mais si c'est le Milan AC, si c'est un énorme club. On doit définir le stade avant le match. Avant le match, ouais. Avant le tirage au sort. Du barrage, ouais. Donc il n'y aura pas le choix, il faut le savoir avant. Il faut le décider avant. Oui. Et puis il y a cette problématique, il peut y avoir un Brest PSG au Stade de France à Paris. Ce serait quand même assez particulier en termes de supporters. Ou un Brest, en regardant le classement, ça peut être un Brest Cercle Bruges, dans un stade de 80 000 personnes. Mais ça peut être aussi un très beau match. On voit que le Real est en difficulté aujourd'hui. Il y a plusieurs équipes, tu disais le PSG, il y a plusieurs équipes qu'on attendait dans le top 8 qui n'y sont pas. Moi je pense que, et encore une fois, c'est un 16e de finale. Peu importe, même si tu joues le Cercle de Bruges, c'est un 16e de finale de Ligue des Champions, t'es Brest. Et si c'est un 8e de finale, est-ce qu'on le fait au Roudourou? Est-ce qu'on peut le faire au Roudourou?
En tout cas, moi je pense que s'il y a un 16e, il y a plus de chances que ce soit il y ait un 8e après au Roudourou qu'au Stade de France. Mais oui, mais moi je comprends ce que dit. Et puis c'est marrant ce que dit Brendan Chardonnay. Est-ce que c'est possible ou pas possible? En fait, c'est même pas, c'est juste en termes de travaux. C'est ça. Pour lui, il n'y a même pas de débat. À l'instant T, il y a quelques travaux à effectuer. Oui, c'est pas insurmontable. On perd un peu. Serait finalement moins lourd par rapport à ce qui a déjà été fait au Roudourou que ce qui serait à faire à Rennes. C'est oui, ça. C'est exactement ça. Ouais. Il y a les travaux, puis un truc, et c'est ça le courant interne qui a du mal avec le Stade de France, c'est que c'est vrai que Brest, c'est pas un club qui était programmé pour jouer la Ligue des Champions. Donc cette année, ils sont tous sur l'euphorie de la saison dernière et ils préparent ça, mais c'est un club qui n'avait pas l'habitude de préparer ça, et ça prend du temps pour tous les salariés, c'est quelque chose de très prenant, et de le faire au Stade de France. Et voilà, la logistique du Stade de France, c'est quelque chose encore plus énorme, mais en fait, c'est d'arriver à mettre le curseur sur en faire un événement, l'événement peut-être du siècle pour le Stade brestois. Voilà, moi je pense que ça se débat en tout cas, et je pense qu'il y a matière à y réfléchir en tout cas sérieusement et ne pas évacuer le Stade de France en tout cas. À l'heure de le faire le bilan, si on prend un peu de recul, on est quand même en train de se demander où Brest va jouer un éventuel 16e de finale de Ligue des Champions. Ce que vivent tous les suiveurs du Stade brestois, ça défie toute rationalité. Enfin, quand même, voilà. Complètement. En fait, ils doivent être rationnels parce que ils ont les 13 points, puis ils vont se qualifier. Mais voilà, c'est compliqué. Hein. C'est un rêve éveillé en fait pour les supporters brestois depuis un an. On va demander l'avis d'un abonné. Je suis entièrement d'accord, Emmanuel. Il y a un an et demi, qui aurait dit qu'on serait là? Personne. Personne, je ne pense pas. Et c'est à chaque fois profiter, quoi. Le miracle permanent, tout bonnement. En fait, c'est ça. Il y a tous les superlatifs. Là, on voit face au PSV, l'équipe est diminuée. Ils ont 6 titulaires absents. Ils gagnent face au PSV, une équipe qui avait mis 111 buts en championnat la saison dernière. Enfin, on en avait parlé dans le match. On voyait quand même, c'était une armada. Oui, bien sûr, on n'était pas parti sur le même, évidemment. Même scénario. Non, bien sûr. Leverkusen, on en parlait aussi. Et en fait, et puis la force de Brest, c'est qu'ils méritent en plus ces victoires. Enfin, il y a rien de. Évidemment, le PSV a des occasions. On va pas l'oublier. Et que Marco Bizotte fait un match extraordinaire. Mais Brest a les occasions pour mettre le 2-0, le 3-0. Non, franchement, c'est exceptionnel. C'est un énorme exploit pour le foot français. On peut en parler. Oui, pour le foot français même. Yves, comment tu décrirais ce que tu as vécu? Ça fait 40 ans, tu me disais que tu suis le Stade brestois. Ce que tu as vécu mardi dernier, toi qui étais au match, Ce qu'on a vécu, la super partie de Marco, comme l'a dit Adrien, et qui ne lâche rien. Aucun joueur n'a rien lâché du tout pendant 90 minutes. Mais à l'échelle de tout ce que tu as connu au Stade brestois. C'est la meilleure saison, il n'y a pas photo là-dessus. C'est pour ça qu'il faut une cerise. En préparant l'émission, on m'a même dit on peut mourir tranquille après ça. Voilà, comme le plus tard possible, je crois. Ouais, c'est ça. Maël, Adrien, qu'est-ce que ce match, enfin vous l'avez vécu en tant que journaliste, qu'est-ce que ce match a eu de particulier par rapport aux autres que tu as pu vivre? Tu étais à Barcelone, tu as fait tous les matchs au Roudourou, Adrien. Qu'est-ce qu'il a eu de particulier ce match? Alors pour une fois, on a bien entendu l'hymne à Roudourou, c'était quand même ça donnait quelque chose. Non, moi j'ai trouvé particulier. Je crois que c'était la meilleure ambiance en fait depuis le début de la saison en Ligue des Champions, la meilleure ambiance mise par les supporters. Un engagement pendant 90 minutes. J'ai trouvé qu'il y avait moins de temps faible qu'il y a pu avoir le cas en première mi-temps face à Leverkusen. Même contre Sturm Graz, j'ai trouvé que Brest a été consistant pendant 90 minutes. On en a parlé avec Eric Roy en conf de presse. Je pense que aussi c'est le meilleur match de Brest en fait depuis le début de la saison. Puis comme on disait, sans ses titulaires, avec une réorganisation à avoir, un Julien Le Cardinal qui se blesse au bout de 50 minutes. Déjà que Kenny Lala était pas là au poste de latéral droit, non. Et Edmilson Fernandez fait très bien le travail. En fait, franchement, il y avait tous les arguments. Il y avait une intensité, des occasions. On a vu ce débat. Est-ce que après la victoire face à Sturm Graz lors de la première journée, c'était le plus grand moment de l'histoire du club? Est-ce que tu penses, Maël, que cette victoire face au PSV la supplante ou pas? Et puis ce sera un 16e de finale, le supplantera encore derrière. Mais oui, aujourd'hui, je pense que oui. Et en plus, pour prolonger ce que disait Adrien là à l'instant, c'est qu'on l'a senti tout de suite en fait qu'ils étaient dans leur match. On a senti tout de suite qu'ils allaient faire un bon match. Alors après, il y a des occasions. Si Marco Bizotte prend les buts, ils peuvent perdre 3-0, ils peuvent perdre 3-1. Bien évidemment, le match il peut être différent. Mais on a senti que eux, en tout cas, ils étaient dans leur match. Et après, ça s'est déroulé et il y a eu ce but. Et puis voilà, tout a été lancé. Donc c'était un match. Non pas maîtrisé parce que ça dépend aussi du PSV, mais ils l'ont pris par le bon bout, ils l'ont vraiment bien fait, ils ont fait un très bon match. Ouais. Oui, puis encore heureux que Brest concède des occasions en Ligue des Champions face aux champions des Pays-Bas. À un moment donné, il y a quand même. Exactement. Mais oui, c'est en tout cas pour te dire, c'est le plus beau match à mon avis pour le monde d'histoire. Et l'idée, c'est qu'avec cette équipe, en fait, on dit à chaque fois c'est le plus beau match, mais à chaque fois il repousse. C'est vrai qu'on a tous usé de beaucoup de superlatifs pour parler de qualifier cette année 2024. Et le constat est le même pour Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club, interrogé après la rencontre mardi dernier. Écoutez-le. Une soirée exceptionnelle. Je pense que carrément
on marque l'histoire du club. C'est un moment qu'on n'oubliera pas parce que ce qu'ont réalisé les joueurs comme performance depuis le début de saison de cette campagne en Coupe d'Europe, c'est magique. Je pense qu'on montre une belle image du Stade brestois et aussi on fait honneur au football français. Parce qu'aujourd'hui, on a 13 points, on est quasiment qualifié, donc c'est historique. Et il le répète, il le dit, exceptionnel, historique. Il faut bien mesurer la portée, même sur la scène européenne, de ce que réalise le Stade brestois. Ouais, et puis je ne sais pas si vous avez vu les images au coup de sifflet final. Moi, comme j'ai fini mon article, j'ai eu le temps de regarder un peu ce qui se passait. Et ils étaient tous en train de se tomber dans les bras les uns de l'autre. Les intendants, le staff, tout le monde en train de se tomber dans les bras parce qu'ils se rendaient compte en fait, de ce qu'ils avaient réalisé tous ensemble. En fait, ils étaient déjà en train de se rendre compte fort, quoi. Yves, tu me disais avant l'émission que ça te rappelait des épopées européennes de clubs comme Bastia, par exemple. Bastia, mais à l'époque, c'était match aller-retour. Donc, ils avaient joué une finale. Et contre le PSV, ils avaient perdu en finale. 3-0 au match retour, je crois. Bastia. Ouais. En finale de Coupe de l'UEFA. C'est bon, normalement, tu ne les recroiseras pas. Ouais, et puis, comme tu disais, à l'échelle européenne, parce que c'est au-delà de français, c'est-à-dire que pour un novice en Ligue des Champions, il y a après 6 journées, il y a seul la Lazio Rome qui a fait mieux en termes de points. C'est-à-dire que voilà, on parle aussi d'un exploit européen pour le 4e budget de la Ligue des Champions. On a regardé les trois autres équipes avec un plus petit budget, ils sont déjà éliminés. On parle tout bonnement de ça. Donc forcément, ils marquent l'histoire. Grégory Leonzi dit quasiment qualifié. Alors oui, c'est quasiment, mais bon, ils sont qualifiés. Et puis, il reste 2 matchs. Il reste un match face à Donetsk qui c'est pas envisageable. C'est pas inenvisageable de gagner, je veux dire. Et avec 16 points, on peut être Brest peut être dans le top 8. Qui aurait cru au barrage Qui aurait cru au barrage au début? Au top 8, Maël Moison a été le seul. C'est vrai. Je le dis parce qu'Adrian, lui, était contre. C'est bien pour ça que je le précise. Du FC Nantes. Mais il croyait à une victoire de Nantes contre Brest. Donc comme quoi. Bon Brest, alors tiens, on va le voir au classement qui partage, on le disait, l'affiche avec 13 points aux côtés d'Arsenal, de Leverkusen, d'Aston Villa, de l'Inter, Lille, Brest 7e à la différence de but. Tu le disais, Adrian, il reste 2 matchs à disputer. Ce sera le 22 janvier à Gelsenkirchen face aux Ukrainiens du Shakhtar qui sont actuellement 7e. 27e, c'est ça, avec 4 points. Et puis il y aura la réception du Real Madrid au Roudourou le 29 janvier. Est-ce que Brest peut raisonnablement croire au top 8 ? Shakhtar, je pense. C'est le Shakhtar qu'il faut viser parce que le Real étant pas dans le top 8 encore, le Real, ils vont pas venir en chaussons. Au départ, on en parlait en disant le Real, ils seront peut-être qualifiés déjà. Pas sûr qu'ils arrivent même à atteindre le top 8. Ouais, c'est pour ça. Avec 16 points, on a vu des projections, même si on avait dit avec 10 points, c'était assuré les barrages, et on voit que ça va être un peu plus que 10 points au vu des projections. Mais avec 16 points, les top 8 n'est pas inenvisageable. Puis à un moment donné, moi, je vais plus trop me risquer à faire des pronostics sur le Stade brestois parce que arrête. Semaine après semaine, il me faut mentir, et tant mieux. C'est assez exceptionnel. Pour clore ce chapitre Ligue des Champions, une affiche rêvée, tiens, pour toi, Yves, en 16e parmi les grands noms qu'on voit là. Manchester City. Milan, moi j'irais Milan. Manchester City. Ils sont pas en forme cette année. Pas en grande forme. Ils sont pas en grande forme. Ouais, ils ont encore perdu hier, je crois. Contre United dans le derby. Ouais. Pour être tout à fait honnête, c'est tout sauf le PSG, parce que ils ont déjà rencontré en Ligue 1, même si après si Brest élimine le PSG, il y aura aussi un retentissement, mais je pense qu'il y a un Celtic Glasgow, ça peut être aussi un événement assez incroyable, aller jouer là-bas, une ambiance folle. Ouais. Milan, la Juve, le Bayern, le Dortmund, t'imagines un peu? Ouais, puis peut-être le temps de bouger tout ça. Hein. Ouais, bien sûr. Puis une équipe peut-être, il y a des équipes un peu plus à la portée de Brest. Brest. Je vois pas pourquoi Brest voudrait s'arrêter là. Ils ont bien fait un nul contre Leverkusen, ils ont bien battu le PSV. Bastia a été en finale, pourquoi pas nous? Écoute, ça sera le mot de la fin pour conclure ce sujet Ligue des Champions. Année 2024 qui aura également été marquée par le parcours de Brest en championnat. Mais bon, au final, Eric Roy a eu raison encore une fois dans ses choix parce que il y a 4-1, il y a 19 points et voilà. Il faut souligner les ressources mentales et physiques dont ils ont fait preuve pour réussir à livrer cette partie 5 jours après les et ce qui est impressionnant, alors Nantes est super faible et c'est pas parce que je les supporte, mais que c'est très très faible. Il faut quand même le dire aussi. C'est tout à ton bien. La passe décisive de Jean-Kévin Duverne, dans les écoles de foot, on n'apprend jamais dans l'axe quand même. Mais ce qui m'impressionne, c'est et je pense que la Ligue des Champions les a fait progresser là-dessus, et la saison dernière aussi. La façon dont ils jouent le 3 contre 1 ou le 3 contre 2 du 3e but, la passe de Pereira à l'âge, c'est parfait. Il met le ballon au bon endroit. Il avait changé ses 4 joueurs offensifs aussi. Mais t'as vu le contre? Le contre est parfaitement joué. Ils savent jouer ces contres-là. Ils savent jouer en supériorité numérique, ou même là, pour le coup, je sais plus si c'est 3-3 ou 3-2, 3 contre 2. Mais il joue super bien le coup. Il met la passe au bon moment. Et Brest a appris. Brest a grandi aussi, je trouve, après ses performances et tous les matchs qu'ils ont connus, les grands matchs qu'ils ont connus depuis un an.
Yves, comment tu as vécu ce match depuis les tribunes? Un petit peu stressé au début quand même, parce que on dominait pas, on peut pas dire. Non. Dès qu'on marque le premier but et le deuxième dans la foulée, ça allait mieux. Bon, après une petite remontée de Nantes, on a été un peu dominé encore également, et ils ont tenu derrière, et sur contre, voilà. Et puis un dernier tour d'honneur pour finir, des joueurs, pour ce dernier match tout de l'année. Tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a qui sont rentrés au vestiaire. Ils ont fait preuve d'efficacité. Après, Brest, depuis que Eric Roy est là, à domicile, c'est quand même assez fort, surtout avec des équipes mal classées. C'est-à-dire, ils ont perdu 7 fois depuis qu'Eric Roy est là, et c'était que face à des gros, face à Paris, Monaco, etc. Franchement, c'est assez implacable, comme depuis le début de la saison. Et heureusement, parce que 16 de leurs 19 points sont à domicile. Donc, Les joueurs brestois qui savourent eux aussi, évidemment, cette période dorée. Quelques réactions, après la rencontre. Pas mieux, pas mieux. On a fait un très bon match. On s'est fait un peu peur après le 2-1, mais après on a su rééquilibrer le match et puis on doit continuer comme ça. Sur les 2 matchs, on a obtenu 2 victoires. C'est bien pour l'équipe, c'est bien pour tout le monde et c'est bien pour moi aussi d'enchaîner les 2 matchs. Ça me fait tellement du bien. C'est la première fois que j'enchaîne les matchs. Il reste ce match de Coupe de France, on aura à cœur de se qualifier bien sûr. Mais oui, c'est vrai que cette année 2024 a été plutôt bonne, plutôt intéressante. non, elle a été très très bonne. Elle a été exceptionnelle. On a vécu des choses incroyables. On a cassé quasiment tous les records du club. Donc non, ça a été une superbe année et on a pris un plaisir immense à jouer. Année de tous les records, dit Brendan Chardonnay. Confirmation avec quelques chiffres, Adrian? Ouais, j'avais deux stats, c'est-à-dire que cette année, ils ont marqué 52 buts, et le précédent record, c'était 51, et en 2023. Donc voilà, on reste quand même sur une bonne dynamique. Et cette saison, c'est 44% de victoires en championnat, et là, c'est historique. C'est le record du Stade brestois. Et derrière tout cela, il n'y a pas d'Éric Roy. Yves, Maël le disait à l'instant. Tout à fait. Depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé sans staff aussi, il faut le savoir. Tout le monde le sait, je pense. Mais il s'est bien acclimaté au club, à tous les joueurs qu'il avait sous la main. Bravo à lui. Il a créé une identité. Après, il y a l'identité brestoise qui existe, mais il a su créer quelque chose. Parce qu'on voit là, alors ça, on va rentrer dans le côté tactique, mais tactiquement, il arrive à tenter des choses. Il fait le 4-4 de losange, il tente différentes choses. Et il a réussi à créer aussi une émulation entre tous les joueurs. Quand ça tourne, on voit, encore une fois, c'est ce qu'on disait à l'instant, Sima qui met un doublé, Pereira Lage qui fait sa passe. Nous, on a une interview qu'on a passée de Pereira Lage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en gros, il dit je suis remplaçant, ça me frustre, mais je suis dans le projet, quoi. Et voilà, c'est ça cet état d'esprit brestois aujourd'hui. Et je pense que ça le doit aussi à Eric Roy. On doit ça à Eric Roy. Il parle bien. Ouais, c'est beau. Mais, et puis une certaine exigence, c'est-à-dire que Eric Roy ne se contente pas de que ses 19 points. Il aurait encore aimé plus. Alors on peut se dire au match de Nice, de Rennes, à Montpellier aussi. Ouais, c'était. Allez, il reste une 30 avant de conclure. Le classement de Ligue 1 après cette 15e journée. Brest 11e à la 13 avec 19 points. Adrien, on en discutait hier soir, c'était presque déjà 2 tiers du chemin de parcouru vers le maintien en Ligue 1. Si l'on s'en réfère à la saison passée, je crois qu'on avait regardé la saison à 18 clubs. Il y avait Le Havre 15e avec 32 points. C'est ça. Et Lorient barragiste avec 29 points. Ouais, Brest en a 19. Et ça se finira même peut-être plus bas. À mon avis, il y aura peut-être besoin de moins de points que la saison dernière parce que Montpellier, je l'ai dit il y a quelques semaines, mais est faible. Le Havre, c'est faible. Nantes, c'est faible. Angers, c'est faible. Saint-Etienne, c'est faible. Ils viennent de virer leur coach. Je pense qu'il y aura un match entre ces 4-5 derrière, même Strasbourg, Rennes, Brest, Auxerre, tout ça, ça va se maintenir tranquillement, je pense. Et donc il y a un match à 5 là, où à mon avis le maintien se jouera plus bas. Je pense vraiment avec encore moins de points. Et le prochain adversaire en Ligue 1, ça sera Angers à la reprise 5 janvier. Avant cela, il y a un 32e de finale de Coupe de France à La Roche-sur-Yon samedi à 15h30, pardon. Équipe de National 2. Débat suggéré par notre ami Pierre-Yves Henry. Pour conclure, faut-il bazarder la Coupe de France? Faut pas le dire en fait. Il faut la bazarder, mais pas le dire ouvertement. Bon, il va faire beaucoup tourner, mais oui. Le 16e de finale tombe un peu mal dans le calendrier, un calendrier de janvier-février assez fou pour Brest. Bon, c'est de l'ironie, évidemment. Mais non, pas bazarder, mais de toute façon, il va faire énormément tourner. Il y a énormément de blessés. On voyait pas mal de joueurs qui ont fini un peu sur les rotules, ce qui est logique, ce qui est complètement logique. Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Merci Maël, merci Adrian, merci Yves. Merci à vous. Ça s'est bien passé? Très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Nous, on se donne rendez-vous à la reprise en janvier. D'ici là, excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Salut.